aussi votre micro, Yann Pommet. Donc je rappelle que vous représentez la fédération BTP Rhône, donc, qui représente la filière construction dans la région. Alors, on vient de le voir dans les tables rondes précédentes, les professionnels de la construction dont vous faites partie sont plutôt inquiets. La production de logements neufs se dirige vers l'une des pires années pour le territoire. On dit qu'il y a à peine 3000 logements neufs dans le parc privé qui devraient être produits cette année. Yann Pommet, au vu de ces statistiques, pourquoi les professionnels de la construction ne parviennent pas à construire plus de logements ? Bonjour, merci de m'avoir invité. Question assez facile. Vous avez déjà eu un certain nombre d'éléments de réponse dans les différents témoignages qui ont été apportés au cours de cet après-midi. En fait, vous vous trompez. Je pense qu'on ne sera pas aux alentours de 3000 logements. On pourrait se situer en dessous de la production de logements que nous avons eue l'année du Covid, où pendant un certain nombre de mois, nous avons tous passé nos journées à éviter la maladie pendant l'année 2020. Donc on arrive en fait aujourd'hui à une performance qui consiste à produire beaucoup moins de logements que l'année où une grande partie du pays n'a pas pu travailler pour des raisons sanitaires. Donc on sera en dessous de ce que vous avez dit, puisque grosso modo, on aura des chiffres qui vont paraître demain. On devrait se situer aux alentours de 2000 logements réservés, dans lesquels vous avez... Réservé, ça veut dire vendu. Réservés, vendus, dans lesquels vous avez une quote-part de logement social. Mais pour atteindre 3000 d'ici le mois de décembre, c'est-à-dire en prenant en compte simplement le trimestre qui arrive, ça paraît totalement illusoire d'imaginer qu'on va vendre 1000 logements en 3 mois, alors qu'on en a vendu 2000 en 9 mois. Sur quel périmètre vous parlez là? Le périmètre de Lyon et de la métropole de Lyon. Métropole de Lyon. Donc de plus en plus de professionnels de la construction alertent sur les risques liés à l'encadrement des loyers, notamment. Ils disent que ça ferait fuir les investisseurs. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Et puis pourquoi la clientèle d'investisseurs, elle est si indispensable à l'équilibre financier des opérations de promotion neuve? Alors, la clientèle des investisseurs, elle n'est pas nécessaire à l'équilibre financier des promoteurs, elle est juste nécessaire à l'équilibre du parcours résidentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un certain nombre de logements à louer, puisque tout le monde ne peut pas acheter un appartement. Et on voit bien qu'avec la raréfaction de la production, tout ce qui est rare continue à être de plus en plus cher. Donc, en fait, aujourd'hui, on a besoin de particuliers investisseurs, puisqu'il semblerait qu'il y ait aussi un problème de production de logements sociaux, ce qui me paraît assez logique, puisque comme, en fait, il y a un nombre d'autorisations qui baisse de plus en plus, quand M. Renaud-Père indique 6700 autorisations, c'est assez incompréhensible, puisque on ne peut pas d'un côté autoriser 6000 ou 7000 logements, et de l'autre côté en voir construit la moitié. Soit il y a un problème d'évaporation, soit il y a un problème d'autorisation. Aujourd'hui, la grande difficulté, c'est que les différentes révisions du PLU qu'on a eues, et notamment la dernière... Donc du plan local d'urbanisme. Du plan local d'urbanisme, la modification numéro 3, contrairement à ce qui est indiqué, parce que là encore, on peut être incantatoire en disant on va fabriquer 8500 logements par an à l'horizon de 2025 ou 2026, mais dans les faits, si on ne les autorise pas, c'est impossible de les fabriquer. Alors autant on peut avoir des difficultés à maîtriser la météorologie, c'est assez difficile de décider que demain il va pleuvoir ou il va faire soleil, mais en matière de production de logements et d'autorisation administrative, ce sont les élus qui font la pluie et le beau temps. Donc ce sont eux qui autorisent ou qui n'autorisent pas. Autre exemple, lorsque sur un secteur géographique, vous avez une capacité, par exemple, de création de 50 logements. Si d'autorité, le maire ou l'élu d'arrondissement dit « ça me paraît trop, je vais décider que contrairement à ce qui est indiqué dans le PLU, je préfère qu'il y en ait 28 ou 32 au lieu de 50 », pour des raisons qui sont diverses et variées, il n'y aura à cet endroit-là que la moitié ou 60% de ce qui était possible. Ça veut dire que, comme on n'applique pas la loi sur la production et les autorisations, on ne peut pas atteindre mathématiquement un chiffre de production de logements qui corresponde à une métropole
où les gens font encore des enfants, heureusement, où entre 10, 12, 13 000 nouveaux Lyonnais, nouveaux métropolitains arrivent chaque année. Et c'est donc aujourd'hui absolument impossible. On ne peut pas d'un côté, on peut espérer une augmentation de la construction, mais on ne peut absolument pas l'attendre si on n'autorise pas plus de logements. La conséquence de tout ça, finalement, on le voit bien, c'est que les prix du neuf atteignent des niveaux très élevés. Renaud Père l'évoquait tout à l'heure, on est entre 5 et 7 000 euros selon les opérations par mètre carré. Et il y a plein de gens qui doivent se dire, mais les promoteurs, ils doivent gagner plein d'argent. Est-ce que vous pouvez nous détailler le coût d'une opération, qu'est-ce que ça comprend et quelle marge on dégage quand on est promoteur? Alors, je vais faire quelque chose de très simple. Aujourd'hui, quand on construit un logement neuf, la plupart sont correctement construits, mais comme le disait un monsieur du public tout à l'heure, vous avez de mauvais avocats, vous avez de mauvais enseignants, vous avez aussi de mauvais constructeurs, parfois en maison individuelle, parfois en logement collectif. Mais globalement, les gens sérieux aujourd'hui ne peuvent pas lancer une opération s'ils n'ont pas une garantie financière d'achèvement et un certain nombre de garanties qui sont prévues par la loi. Pour obtenir ces garanties financières d'achèvement, il faut présenter à l'organisme financier qui garantit la construction de l'immeuble un bilan financier dans lequel il y a une marge d'à peu près 7%. Ça veut dire que quand un logement se vend 6 000 euros le mètre carré, il n'y a pas 3 000 euros pour le promoteur, il y a une marge d'environ 7%. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les opérations qui ont été maîtrisées depuis 2 ans, il n'y a pas beaucoup d'opérateurs qui vont faire de la marge sur leurs opérations. Pour une raison très simple, ils ont signé des terrains à niveau X, avec un coût de construction qu'ils avaient programmé à un niveau Y, et aujourd'hui, le coût de construction, il dépasse, entre guillemets, ce qu'il était dans le bilan prévisionnel, et il a avalé tout ou partie de la marge, et parfois un peu plus. C'est la raison pour laquelle des opérations ne peuvent pas sortir. Ne sortent plus, d'accord. Absolument. Voilà l'autre grand sujet pour le secteur de la construction, on en entend beaucoup parler depuis la fin de la crise, depuis la fin des confinements notamment, ça a été la flambée des coûts des matériaux. On en parlait tout à l'heure lors d'une table ronde précédente sur le bois, l'acier, l'alu, etc. Vous, quelles conséquences vous voyez sur le terrain pour vos opérations? C'est assez simple. Sur les opérations qui ont été pré-commercialisées, on va livrer quand même ces opérations au prix auquel elles ont été vendues, puisque le prix est ferme et définitif pour les acquéreurs. Donc ils ont acheté il y a 18-24 mois. Ceux qui ont acheté il y a 6 mois, il y a 1 an, et ainsi de suite, et qui vont être livrés en 2023, eux, ils auront fait effectivement une très bonne affaire, puisqu'ils vont se retrouver propriétaires de logements qui auront coûté, entre guillemets, plus cher à produire que le prix auquel on leur a vendu. Là, il y a des opérations à perte. Alors, il y a des opérations engagées qui vont finir probablement à zéro pour un certain nombre d'opérateurs, et il y a des opérations qui ne démarreront pas, sur lesquelles on aura peut-être des réservataires qui n'ont pas encore passé leur acte authentique, qui vont peut-être se voir refoulés en disant de toute façon, on ne peut pas construire l'opération au prix auquel vous l'aviez réservé. Donc il va falloir que ces gens repartent chercher autre chose, et ça ne va pas être simple. Mais ça, je dirais que c'est un des rares points sur lesquels je puisse être d'accord avec le discours que j'ai entendu de Renaud Père, c'est qu'il y a aussi un aspect totalement spéculatif, notamment sur un certain nombre de grands industriels, dans l'acier, dans le verre, dans l'aluminium, etc., y compris dans les produits qui font appel à des énergies comme le gaz en matière de cuisson, la tuile, les briques en terre cuite, etc. Là, il y a vraiment un jeu de spéculation. Je crois qu'on a entendu parler de ce qu'on appelle des profiteurs de guerre. Donc aujourd'hui, nous, on est vraiment ça, vous le voyez sur le terrain bien sûr. C'est quoi? C'est les fournisseurs ou c'est encore plus en amont dans la chaîne de production? Je vais vous donner un exemple, monsieur. On a vendu des milliers de chaudières à pellets de bois. L'année dernière, vous achetiez votre palette de pellets de bois à 180 ou 200 euros, et cette année, le pellet de bois qui est en stock, il est vendu à 400 ou 450 euros. Donc, dans la construction, ça va être pareil. Dans la construction, vous avez exactement le même phénomène. Vous aviez de l'acier, des treillis soudés qui vont dans le béton armé, qui étaient au mois de décembre l'année dernière aux alentours de 700 euros la tonne, et qui sont aujourd'hui à environ 1600, 1800 euros la tonne. Donc face à cela, comme vous avez des mécanismes
de production avec des ententes mondiales, vous êtes totalement dépendant de vos fournisseurs industriels. La conséquence, donc, c'est que là, sur les mois qui viennent, on va encore avoir des opérations qui potentiellement ne sortiront pas de terre parce que certains de vos confrères n'y verront pas la pertinence économique? C'est assez normal. Dès l'instant où vous mettez en jeu des fonds privés, si vous proposez, par exemple, à une partie des gens qui sont venus écouter ces conférences aujourd'hui, de mettre 1 000 € et de récupérer 950 €, il y en a assez peu en fait qui vont se lancer, répondre à vos propositions. Quand on leur propose de mettre 1 000 et de récupérer 1 050 ou 1 070, là il y a plus de candidats. Mais pour perdre de l'argent, il n'y a pas beaucoup de candidats. Il y a un autre sujet qui impacte aussi fortement le secteur de la construction neuve, c'est la réglementation environnementale 2020. On l'a évoqué précédemment, mais donc là, elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. L'objectif, je le rappelle, c'est réduire radicalement l'empreinte carbone des bâtiments neufs d'ici à 2050. Les 3 grands axes, c'est améliorer les performances énergétiques des logements neufs, favoriser les constructions bas carbone, permettre la construction de bâtiments agréables à vivre en période caniculaire. Pourquoi cette réglementation, elle va, elle aussi, encore générer des coûts supplémentaires pour la production de logements? Alors, d'abord, nous, on est tout à fait favorable à l'amélioration du bâti, à l'amélioration de l'acte de construire, pour un certain nombre de raisons. D'abord, parce que c'est un objet qui se transmet, contrairement au bail réel et solidaire dont on parlait tout à l'heure. Un BRS, vous l'achetez, mais vous ne pouvez pas le transmettre à vos enfants. C'est un petit peu compliqué. Il y a, je dirais, dans la propriété immobilière, quelque chose qui s'inscrit en fait dans le temps. Une notion patrimoniale en France. Une notion patrimoniale et pas seulement sur 99 ans. Et quand on achète un appartement, par exemple, je ne vais pas parler à 25 ou 30 ans, parce que les primo-accédants ont disparu de la métropole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète pour la première fois, on n'a pas aujourd'hui le budget, les finances nécessaires pour pouvoir accéder à la propriété facilement sur le territoire de la métropole. Donc les gens qui achètent pour 50 ans, ils ont intérêt effectivement à acheter dans des opérations neuves qui, par rapport à l'ancien, ont un niveau de performance énergétique évidemment bien supérieur. Ça coûte un petit peu plus cher. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi, je dirais, une précaution à prendre quand on parle par exemple de béton bas carbone qu'on va être obligé de faire venir de 1000 ou 1500 km, alors que le béton traditionnel, on extrait les graviers à 50 km de Lyon et le ciment dans les cimenteries à 80 ou 100 km, on s'aperçoit qu'avec des constructions traditionnelles, on a parfois un meilleur rapport en termes d'émissions de CO2 que si on va chercher des produits décarbonés ou du bois. Pourquoi votre béton bas carbone, il ferait plus de kilomètres? Parce qu'en fait, il n'est pas fabriqué ici pour l'instant. Donc si vous voulez... il est fabriqué où? Il est fabriqué, vous en avez un peu à Fos-sur-Mer, puis vous en avez aussi à l'étranger. Donc c'est comme certains bois qui sont mis en œuvre dans certains types de constructions. Il faut parfois les faire venir d'assez loin, parce que le sapin du Beaujolais ne va pas correspondre aux normes qui sont exigées en termes de résistance, de flexion, etc. Donc c'est un peu compliqué. Mais nous, ça fait 35 ans que les entreprises de BTP Rhône trient leurs déchets. On va passer de 5 bennes de tri à 7 bennes à partir de l'année prochaine. Donc le plastique, le métal, les gravats, le bois, etc. L'aluminium, les aciers. Donc tout ça est déjà trié sur tous les chantiers. Mais pour revenir un tout petit peu en arrière, la production de logements neufs, elle est vraiment aussi lourdement handicapée par le mécanisme de la loi SRU. La loi SRU, elle demande que 25% de ce que l'on construit dans le privé soit dévolu au logement social. Dans certaines ZAC aujourd'hui, on demande 40%, 50% de logements sociaux. Et comme ces logements sociaux sont financés par la vente des mètres carrés de logements privés, il y a une équation économique qui est complètement remise en question aujourd'hui, qui était un peu anticonstitutionnelle quand on était à 25%, puisque ça voulait dire que des particuliers finançaient l'effort du logement social, et uniquement les particuliers qui achetaient dans l'opération. Et aujourd'hui, faire financer 40-50% de logements sociaux dans une opération par 50 ou 60% de particuliers de l'autre côté, qui vont acheter des logements à un prix majoré pour pouvoir équilibrer
la vente qui, elle, n'a pas évolué en termes de prix au mètre carré, en fait, l'équation mathématique, elle ne fonctionne pas. Merci beaucoup Yann Poney. Alors une dernière chose, Yann Forêt, rapidement. Tout à l'heure on a parlé de BRS. Moi je suis vraiment assez triste qu'on n'ait pas eu le nombre de logements livrés en BRS en 2019, 2020, 2021 et ceux qui seront livrés en 2022. Alors 2022, Barbara Bell a dit 130 si je ne dis pas de bêtises. Et non, les autres années, non, pas en 2022. Bon, bah alors donc, on leur redemandera. Le nombre de logements BRS aujourd'hui, il est absolument marginal. Et 2850 € TTC le mètre carré, c'est actuellement un prix qui est quasiment au niveau du coût de construction d'une opération de logement collectif à Lyon. C'est-à-dire quelqu'un qui a un terrain à zéro et qui construit gratuitement, qui ne fait pas de marge, qui ne fait pas de commercialisation, qui ne prend pas d'honoraires, aujourd'hui, il va sortir à largement plus que 3 000 €. Donc, il faut qu'on m'explique comment il est possible aujourd'hui de fabriquer des logements à 2850. Vous poserez la question à Renaud Père. Merci Yann Poney pour votre intervention.